Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Conservatoire Honegger pour cette dernière conférence de la journée qui a été très très riche en débats, en échanges. On a appris plein de trucs et c'était passionnant d'avoir pu y assister. J'ai eu la chance d'être là depuis 9h ce matin. Je m'appelle Mathieu Rouault, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. J'animais la chaîne YouTube Grand Labo. Et donc voilà, je vais vous accompagner pour cette ultime conférence avec Jean-Michel Courty, qui est professeur à Sorbonne Université, qui est juste là et qu'on applaudit pour le remercier de prendre du temps à passer et partager la science. Sur ce format, on va donner la parole à Jean-Michel Courty sur la notion de photon pendant 45 minutes à peu près. Et puis ensuite, vous pourrez poser bien sûr toutes vos questions, partager vos remarques, voilà, vos questionnements sur ce qu'est un photon, sur ce qu'est un photon et puis sur ce qui aura été présenté. Voilà, à la fin de cette intervention qui va nous emmener jusqu'à 18h30. Donc, questions inclus. Comment faire naître un photon? Comment le transformer grâce à la bioluminescence et la fluorescence? Comment capturer son énergie avec une cellule photovoltaïque? Comment dompter une meute de photons sauvages grâce au laser? Et plein d'autres choses encore. On en parle maintenant avec Jean-Michel Courty, mesdames et messieurs. Bonjour. Donc merci beaucoup, je suis ravi d'être ici. On devrait être deux avec mon collègue Édouard Kerlik, avec qui on fait tout. Malheureusement, juste avant le départ, il a eu un décollement de rétine, il était opéré hier matin. Il va très bien, mais bon, il est en convalescence. Donc je vais vous faire la conférence tout seul et je vous propose de faire un petit voyage au monde des photons. Alors on va parler de mécanique quantique. Alors quand on dit mécanique quantique, ça fait un petit peu peur. Alors je ne sais pas si vous avez peur ou pas, mais je vous propose... Bon, ça commence bien. Je vous propose de commencer ce voyage de la quantique au Japon, un soir de printemps près d'Okayama. Si vous avez un petit peu de patience et que vous regardez, vous allez voir ces petites lumières qui se mettent à virevolter au-dessus du sol. C'est des lucioles. C'est un photographe japonais qui a pris ces photos de lucioles en mettant un peu une pause, ce qui permet de voir le déplacement de la luciole. Alors, comment ces lucioles émettent-elles de la lumière? Alors, pour ça, on va faire quelque chose un petit zoom, et puis on va zoomer sur cet insecte. Ce que vous voyez, c'est que la lumière, donc toujours la même chose, c'est la luciole qui volait, et puis il y a une photo qui a été prise avec un certain temps de pause, et on voit que la lumière, elle est émise par cette partie de son abdomen. Comment ça marche? Eh bien, en fait, c'est une réaction chimique. Pourquoi je vous fais ça? Parce qu'en fait, les photons, c'est des petits grains. On est habitué au fait que la matière, elle est composée d'atomes. Si je vous dis des atomes, aujourd'hui, il y a un siècle, j'aurais dit il y a les atomes. C'est quoi ces trucs-là? C'est bébête. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler d'atomes, tout le monde a entendu de molécules, parler de molécules. Quand on dit ça, ça fait pas trop peur, c'est naturel. Bien, donc on va partir de ces petits grains de matière, et ce qu'on voit, c'est que si un grain de matière, cette molécule, interagit avec une molécule de dioxygène, ça va me faire une réaction chimique, ça va faire une molécule qui a trop d'énergie. Qu'est-ce qu'elle va faire pour se débarrasser de cette énergie? Elle va émettre de la lumière, et de la lumière sous forme d'un grain de matière, un photon. Et donc, en fait, dans tout ce début d'exposé, on va un peu regarder comment des grains de matière vont pouvoir interagir, créer avec des grains de lumière que sont les photons. Alors, là, vous voyez, c'est une conférence expérimentale. Je n'ai pas pu vous amener des lucioles. Bon. Mais, alors, ceux qui étaient à la conférence précédente, vous avez un truc fantastique de chimie-luminescence. Je ne suis pas chimiste, mais quand même, c'est quand même une expérience top. Et donc, on a prévu des petits bracelets luminescents. Donc, on en a dans la salle. On va vous les faire passer. Alors, qu'est-ce que c'est ces petits bracelets? Vous voyez que vous avez le bracelet. Et puis, en fait, quand vous le tordez, vous entendez, ça fait clac, clac, clac. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, à l'intérieur, vous avez des petites ampoules de verre. Et à l'extérieur des ampoules de verre, vous avez certains composés chimiques.
À l'extérieur des ampoules, il y en a un autre. Quand on casse les ampoules, eh bien, on va pouvoir créer une réaction chimique qui est exactement du même type que celle que la luciole utilise pour faire la lumière. Ça s'appelle alors là c'est la bioluminescence, là, on va appeler ça de la chimiluminescence. Dans ce petit brin, vous avez des réactions chimiques. Alors, il y a quelque chose que je trouve assez fascinant. C'est que, vous voyez que là, on a ces petits bracelets, et ces petits bracelets, ils restent très longtemps. Pourtant, la quantité de matière que vous avez à l'intérieur, c'est pas beaucoup. Alors, pour ceux qui, parmi vous, ont fait un peu de chimie, globalement, il y a ce qu'on appelle une mole de molécules. D'accord ? Bon, ça veut dire qu'au final, ce que vous allez réaliser, si chaque molécule réagit, vous ferez une mole de photons. Alors, c'est quoi une mole de molécules? C'est cette quantité-là. Une mole d'eau, c'est pas beaucoup. Quand on fait couler un récipient avec de l'eau, il y en a beaucoup plus. Là, vous voyez que les photons, la quantité qu'il y a, ça vous fait des photons qui vous permettent de faire de l'éclairage pendant plusieurs heures. Autrement dit, on n'est pas habitué au fait que la lumière, c'est ces petits grains des photons, mais ce qu'on voit, c'est que des petits grains, même quand il n'y en a pas beaucoup, on peut les voir très bien, parce qu'en fait, ils transportent de l'énergie et on peut bien les détecter. Alors, une fois qu'on a fait cette première réaction chimique, on va continuer dans les dispositifs pour progresser un petit peu, donc les bracelets. Et puis, on va regarder des écrans. Donc, dans les écrans que vous avez pour faire des images télévisées, vous avez souvent des écrans géants. Si vous regardez de près ces écrans géants, vous allez vous apercevoir qu'en fait, chaque pixel est composé de 3 petites lampes. 3 petites lumières, une rouge, une verte, une bleue, qui sont comme les diodes électroluminescentes, petites lampes qu'on trouve dans plein d'affichages électroniques. Dans cette diode électroluminescente, il n'y a pas de réaction chimique. Ce qui va se passer, c'est que vous avez un courant électrique qui passe au travers. Et en fait, chaque fois qu'un électron passe, il va émettre un photon, parce qu'il a de l'énergie que la pile lui a donnée. Donc là, on a toujours un grain de matière donne un grain de lumière. Ce grain de matière, ça va être l'électron qui va créer un photon. Si on regarde ce qu'il faut pour faire fonctionner ces diodes électroluminescentes, on constate que pour faire fonctionner une diode rouge, on a besoin d'une tension de 1,85 volts. Pour faire fonctionner une diode verte, 3,1 volts, et pour une diode bleue, 3,7 volts. Si vous faites le calcul, vous remarquez que 3,7, c'est 2 fois 1,85. Autrement dit, il faut une tension électrique 2 fois plus élevée pour faire de la lumière bleue que pour faire de la lumière rouge. Et cette tension électrique, c'est ça qui va apporter l'énergie aux électrons. Et donc, ce que nous montre cette expérience, c'est qu'en fait, l'énergie d'un photon bleu, c'est 2 fois l'énergie d'un photon rouge. Autrement dit, ces différents photons de couleurs différentes, chacun ne transporte pas la même quantité d'énergie. Et en fait, la quantité d'énergie que transporte un photon est directement reliée à sa couleur. Là encore, pour ceux qui ont fait la physique, ce facteur 2 que vous avez entre le bleu et le rouge, c'est le même facteur 2 à l'inverse que vous avez entre les longueurs d'onde. La longueur d'onde du rouge autour de 800 nanomètres, la longueur d'onde du bleu autour de 400 nanomètres. Rapport 1, rapport 2. Si on regarde par rapport aux fréquences, la lumière c'est des oscillations. La fréquence de la lumière bleue, elle est donc 2 fois plus grande que la fréquence de la lumière rouge. Donc ce qu'on voit directement ici, c'est que l'énergie d'un photon, elle est en fait proportionnelle à sa fréquence. Je ne vous fais pas les formules, mais ça veut dire que vous allez chez Leroy Merlin, vous achetez des diodes, vous mesurez la tension, et grâce à ça, vous pouvez mesurer la constante de Planck, une grandeur quantique. Donc, le premier message, vous voyez, la quantique, c'est ce monde de l'infini, ce monde de l'infiniment petit, ce monde de machin.
Ben, si vous voulez avoir des constatations de ce que c'est que la physique quantique, vous allez chez Leroy Merlin, vous achetez des diodes électroluminescentes et vous avez directement des constantes quantiques. Donc en fait, c'est bien au fonctionnement, c'est bien à l'échelle des atomes que ça se passe, mais c'est des choses qui nous sont accessibles à notre échelle. Et c'est ça que je veux aussi vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que même si cette physique quantique, c'est ce qu'on dit, une physique de l'infiniment petit, etc., en fait, c'est une physique qui est très proche de nous et qui nous permet de comprendre plein de phénomènes, dont celui-là. Donc, un grain de lumière, de matière donne un grain de lumière, on a ces photons, on commence à avoir l'idée que les photons bleus, ils ont plus d'énergie que les photons rouges. Alors, on va continuer notre petit voyage. Alors là, c'est juste parce que c'est joli. Voilà. Donc, en fait, dans chacune de ces diodes, vous avez 3 petites diodes, et puis en ajustant les couleurs, on fait... Voilà, c'est beau. Bien. Alors ensuite, on a fait grain de matière donne grain de lumière, et il y a une expérience qu'on peut faire, où en fait, c'est un grain de lumière qui va donner un grain de lumière. Ça s'appelle la fluorescence. Alors... Dès la fluorescence, on en a un petit peu partout. Premier exemple que j'ai ici, vous voyez, c'est les collègues chimistes qui me l'ont passé, c'est une bouteille avec du Schweppes. Ici, j'ai une lampe qui éclaire en ultraviolet, et vous voyez que je vais avoir de la fluorescence. Autre expérience, j'ai ici de l'eau. Là, un colorant qui s'appelle de la fluorescéine. Voilà, donc on se doute de ce qui va se passer. Je vais mettre un petit peu de fluorescéine dans l'eau. Et maintenant, j'éclaire avec ma lampe, et vous voyez les petits grains de fluorescéine qui se sont dissous. Ça fait un liquide qui est un petit peu plus dense et qui descend. Et quand je l'éclaire ici comme ça, vous voyez, on ne voit pas grand-chose, même avec de la lumière visible. Mais si je l'éclaire avec de la lumière ultraviolette, j'obtiens ces magnifiques volutes. Je ne m'en lasse pas. Je vais fermer le flacon, parce que quand même, voilà. Donc, voilà. On pourra, après la conférence, ce sera, vous pouvez regarder. Au fond, vous avez bien vu? C'est bon? Parfait. Bien. Alors ensuite, pour faire de la fluorescence, autre exemple, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui aura un billet? Non, mais j'ai ce qu'il faut. Donc, si vous prenez les billets de banque, là, c'est un billet de 20 € que vous éclairez. Alors là, vous voyez rien. D'accord? C'est normal, hein, mais moi, je vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire passer cette lampe à ultraviolet et puis le billet. Et ce que vous verrez, c'est qu'en regardant dans le billet, à certains endroits, on a des petits traits qui apparaissent, qui ont des couleurs différentes. La caméra, peut le voir, tiens, regarde. Tu vois, c'est ça, les petits traits. Ah oui, les petits traits qui sont là. Je crois qu'Eric est en train d'essayer de faire le point. Il ne faut pas bouger. Voilà, bouger. Et il va faire le point. Il y arrive, je crois. Ah oui, on les voit. Voilà, bravo, merci. Super. Eric. Là, vous voyez les 2 petits traits, là? Oui. D'accord. Là, j'éclaire pas, il n'y a rien. J'éclaire. Ah, merci beaucoup, c'est trop génial. On peut remercier Eric en régie. Ouais, super. D'accord, parfait. On prend pas le risque de... Comme ça, voilà. Donc ensuite, si vous le faites, ce que vous verrez, c'est qu'en plus, ces billets, non seulement c'est lumineux, mais on a un petit peu l'ensemble des couleurs que vous avez ici dans vos trucs. Et puis, alors après, moi, ce que j'adore, c'est me promener à la maison, puis regarder s'il n'y a pas des trucs qui sont fluorescents. Là, vous voyez, il y en a certains qui ont des habits qui sont, voilà, fluo. La fluorescence, on l'a aussi dans la nature. Donc, j'ai apporté quelques cailloux, ici. Donc, vous voyez ici ce caillou...
On peut faire la même chose. La même chose, je me mets là. On va profiter de la caméra d'Eric. Voilà, on va profiter de la caméra. Parce qu'on va vraiment très bien voir. J'ai regardé tout à l'heure. Et comme ça, si tu peux me passer, impressionnant. après, si tu peux me passer les différents cailloux. Ouais, on va faire ça. Donc vous voyez ce caillou. Donc là, hop, si on peut avoir le caillou avec la caméra. Parce que là, on a la diapositive. Oui, mais il va voilà, juste le temps pour lui de. Ok. C'est quoi comme caillou d'ailleurs? Alors, je sais pas. On me les a passés. J'ai posé une question, hein. Non, mais une seule. Voilà, je suis désolé. Alors, pour tout vous dire, en fait, c'est Édouard qui devait faire la séquence caillou. On pense à lui c'est d'ailleurs. l'excuse. Voilà. Bon, voilà, merci beaucoup Eric. Voilà, donc on va pouvoir faire un gros plan sur ce caillou. Voilà, donc ce caillou qui a l'air bien terne. Ben, vous voyez que dès que je l'éclaire, là, celui-là, et là, on a de la fluorescence en jaune. D'accord? On poursuit avec un autre caillou. Avec un autre caillou qui a aussi de la fluorescence en jaune. On peut peut-être enlever et remettre pour voir voilà. La différence. Ouais, c'est vraiment impressionnant là. En tout cas, c'est évident. Voilà, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. D'accord. Voilà, à votre avis, ça fluoresce de quelle couleur, ça? Oh ben voilà. Il savait ou quoi? Donc voilà, celui-là, magnifique, magnifique rose. Et je crois qu'il y en a un tout petit encore au fond de la boîte. Et alors, il y en a un tout petit. Pour moi, c'est lui le plus beau. Ah, c'est lui le plus beau. Vous voyez, celui-là. Un petit côté grenadine presque, enfin, voilà. je sais pas. Donc là, si vous voyez, quand on le regarde comme ça, c'est vraiment très... Voilà. Et puis quand on l'éclaire avec cette lumière bleue. Bien. Ouais, bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce processus? Je vais envoyer sur donc, la couleur normale, c'est j'envoie de la lumière, et puis mon habit renvoie une partie de la couleur qui est arrivée. Ce qui se passe avec la fluorescence, c'est que je vais avoir un photon qui va arriver, qui va être absorbé, et les molécules qui ont absorbé le photon, ça veut dire qu'elle a de l'énergie. Et elle va renvoyer cette énergie, mais par un photon qui a moins d'énergie que celui qui est arrivé. Donc d'une autre couleur. Alors maintenant, ça explique une propriété de la fluorescence que je ne peux pas vous montrer là, mais qui est que par exemple, si j'éclaire un objet avec de la lumière verte, je vais pouvoir avoir de la fluorescence orange, de la fluorescence rouge, mais je n'aurai jamais de fluorescence bleue. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les photons bleus, ça a plus d'énergie qu'un photon rouge. Et quand on regarde l'arc-en-ciel, je vais avoir bleu qui a plus d'énergie que le vert, qui a plus d'énergie, etc. Quand j'absorbe un photon vert, ben j'ai l'énergie du photon vert. Donc je peux émettre que des paquets d'énergie qui sont plus petits. Donc rouge, orange, etc. Si j'éclaire avec du bleu, je peux avoir plus de fluorescence. Et puis quand on regarde le spectre, eh bien en fait, on a des longueurs d'onde qui sont encore plus petites que le bleu, c'est la lumière ultraviolette. Donc l'avantage de la lumière ultraviolette, c'est qu'un photon ultraviolet, ça a beaucoup plus d'énergie que tous les photons de lumière visible. Donc quand j'éclaire avec de l'ultraviolet, je peux recréer toutes les couleurs visibles. Alors, les couleurs que je vous ai montrées, et en fait, j'ai un petit peu triché au début quand je vous ai donné ça. Vous avez des tas de couleurs différentes. Mais en fait, il y a la même réaction chimique dans tous ces tubes. Et c'est une réaction chimique qui produit de la lumière ultraviolette. Et en plus, on a rajouté un colorant. Donc ce que vous voyez ici, c'est en fait de la fluorescence par un colorant. Vous voyez, si je prends le petit bâtonnet qui n'est pas excité et que je l'éclaire avec l'ultraviolet, ben là, je vais avoir une lumière intense. Donc si on prend tous les petits bâtonnets, qu'on ne fait pas les réactions, mais qu'on les éclaire, on va voir ce colorant. C'est aussi pour ça que quand j'éclaire certains, vous voyez, monsieur par exemple, je vois sa chemise, d'accord? Parce que vous avez lavé votre chemise avec une lessive qui lave plus blanc que blanc. Non mais ça rigole, c'est la pub. Non, c'est pas la pub, c'est de la physique. Dans les lessives, les fabricants de lessives ajoutent ce qu'on appelle des produits azurants. C'est quoi? C'est des produits qui font de la fluorescence dans toutes les couleurs du spectre visible. Donc ce que vous voyez, c'est que la chemise de monsieur, d'accord? Donc si j'avais là, vous voyez que là, si j'ai un t-shirt
Ah non, tous. Bah, ouais, le truc, c'est que maintenant, c'est dans toutes les lessives. Bon. Donc, si je prenais un drap que j'ai lavé avec du savon, d'accord, et que j'envoie ma lumière fluorescente, bah, dans le coton, il n'y a rien qui fluoresce. Donc, si je mets au soleil un drap lavé avec du savon, il va renvoyer la lumière du soleil, il va être blanc. Si je l'ai lavé avec une lessive qui lave plus blanc que blanc, il y a des trucs azurants dans la lumière du soleil, il y a de l'ultraviolet. Donc, l'ultraviolet qui arrive réémet de la lumière blanche. Donc, quand vous regardez un drap au soleil, le blanc que vous voyez, c'est à la fois la lumière blanche qui est renvoyée du soleil, mais c'est aussi la lumière ultraviolette qui est transformée en lumière blanche. Et donc, ce drap est effectivement plus blanc que blanc. Voilà. Ce n'est pas un truc de publicitaire, c'est de la physique. Bien. Donc, maintenant qu'on a fait cette fluorescence, donc je vous invite, ça, les lampes comme ça, là, pour 10 €, vous achetez ça. Et puis, moi, en fait, là, je l'ai fauché à mon fils qui fait du dessin et qui, en fait, a des feutres pour faire de l'écriture avec des encres invisibles. D'accord? Et puis, on détecte avec les infrarouges. Donc, ça s'achète pour 10 €. Vous allez chez vous, il y a plein de petits objets qui sont fluorescents. Vous avez le Schweppes, et puis vous allez dans la salle de bain, vous allez, etc. Vous verrez les lessives. Donc, ce qui est marrant, c'est que les lessives, il y a les agents azurants. Mais en revanche, si vous regardez les produits vaisselle, bah, il n'y a pas d'agent azurant. Si vous regardez le savon pour la peau, il n'y a pas d'agent azurant. C'est juste les trucs pour nettoyer le linge. Bien. Alors, on peut aller dans l'autre sens. Les photons, je vous ai dit, c'est de l'énergie. Donc, on peut décider de se dire, je vais capter cette énergie. Et il y a une manière qu'on aime bien pour capter l'énergie d'un photon, c'est de s'allonger sur la plage. Ça chauffe. Bah oui, donc c'est l'énergie des photons qui nous arrive. Quand vous êtes sur la plage en plein soleil, ce qui vous arrive, votre surface, 50 cm de large, 2 cm de haut, ça fait 1 mètre carré, ça fait 1 kW. D'accord? 1 kW, c'est un radiateur, c'est 2-3 kW. Une bouilloire électrique, c'est 2 kW. Donc vous voyez, quand vous êtes au soleil, ça chauffe. Bon, mais ça, c'est une manière, cool, mais transformer un photon qui est un super grain de matière en agitation désordonnée qu'est la température, c'est pas forcément très satisfaisant. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de détecter ces photons de manière plus intelligente. Alors on peut essayer de détecter déjà les photons un par un. C'est possible avec un dispositif qu'on appelle un photomultiplicateur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un photon qui arrive sur la plaque d'entrée, le photon va arracher un électron. C'est le processus inverse de ce que je vous ai parlé avec la LED. Avec les diodes électroluminescentes, je vous ai dit, j'ai un électron qui passe, ça émet un photon. Ben, quand j'ai un processus qui est possible dans un sens, c'est possible dans l'autre sens. Un photon qui arrive donne son énergie à un électron. Donc je vais arracher l'électron. J'ai une tension électrique, l'électron, je l'accélère, il vient frapper une seconde plaque. Là, comme il a plus d'énergie, il va réarracher plus d'électrons. Et puis je remets une autre tension électrique, il va sur une autre plaque, et il arrache encore plus d'électrons. Et à chaque fois, chaque électron va en mettre plus, ça fait chaque fois une multiplication. Au final, je vais avoir 1 milliard d'électrons sur cette plaque. 1 milliard d'électrons, c'est une charge d'un nanocoulomb, ça vous dit rien, ça me dit rien non plus, mais ce que je sais, c'est qu'un nanocoulomb, ça se détecte avec un appareil électronique ultrasensible. Bon, alors comment faire pour détecter les photons un par un si vous n'avez pas de photomultiplicateur? Ben, vous avez vos yeux. La nuit, quand vos yeux sont habitués à l'obscurité et que vous regardez les étoiles les plus faibles, le nombre de photons de ces étoiles qui arrivent dans votre œil, c'est une dizaine de photons par seconde. Vous savez que pour les images, en fait, on a ce qu'on appelle le temps de rémanence. Pour quand vous regardez un film, si on change les images tous les dixièmes de seconde, on ne s'en aperçoit pas. Donc en gros, les images, elles restent dans les yeux une dizaine de secondes. Donc en fait, une dizaine de photons par seconde, ça veut dire que pendant le temps de rémanence, vous avez un photon. Et en fait, il y a plein d'expériences qui ont été faites sur le fait que la sensibilité de l'œil, c'est un photon. Un photon arrive, ça vous fait un signal nerveux. Comment ça marche?
presque comme dans le photomultiplicateur. En fait, le photon qui arrive est absorbé par une molécule, il va changer la forme de cette molécule. Cette nouvelle molécule devient un catalyseur qui va catalyser une réaction qui va produire 1000 nouveaux composés. Chacun de ces 1000 nouveaux composés va aller sur la paroi de la cellule et va ouvrir 1000 canaux. Et dans chacun de ces canaux, vous avez 1000 ions qui vont pouvoir passer. Au final, un photon qui arrive sur une cellule de l'œil, ça vous fait passer 1 milliard d'ions d'un côté de la cellule à une autre. La même charge électrique que le photomultiplicateur, et en fait une charge électrique qui est suffisante pour faire une impulsion nerveuse. Donc, là, enfin, je veux dire, chaque fois, ça me fait des frissons quand je dis ça. Et les atomes, pour voir des atomes, il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup, il faut vraiment mettre de l'énergie. Et puis pour voir un atome unique, ça demande des efforts considérables. Eh bien, dites-vous que les photons, comme ça, de l'énergie, un photon unique, votre œil le détecte. Donc ça, c'est quand on est dans les zones très peu d'énergie. En général, on a quand même beaucoup plus de photons. Donc pour détecter ces photons, on va utiliser ce que vous avez tous dans vos smartphones ou appareils photo numériques, ce qu'on appelle des capteurs CCD. Vous avez une optique et puis à la place de la pellicule, vous avez un capteur où il se passe le même phénomène physique. Un photon donne un électron. Cet électron, il va être stocké dans un petit condensateur. Et puis à la fin, vous allez mesurer un par un la charge électrique que vous avez dans chacun des pixels. Ça vous dira le nombre de photons qui est arrivé. Typiquement, le nombre de photons que vous avez dans un pixel, c'est de l'ordre du million. Alors quand je vous dis un million, ça fait beaucoup. OK. Mais en même temps, quand on compare avec le nombre d'atomes, je vous rappelle, une mole, c'est 10 exposant 23. 1 million, c'est pas beaucoup. Ensuite, ces photons, ils arrivent au hasard. Et on sait que quand quelque chose arrive au hasard, en fait, vous avez 1 million de photons, mais le nombre, il peut changer. Et c'est proportionnel à la racine du nombre de photons qui arrivent, donc à peu près 1000. Donc, quand vous avez 1 million de photons, c'est 1 million plus ou moins 1000. Donc, si vous voulez faire des niveaux de gris, avec la précision de plus ou moins 1000, vous allez faire à peu près 1000 niveaux de gris. Vous vous dites, tiens, je vais faire un capteur plus petit pour avoir plus de résolution. Ben, le problème, c'est que si vous faites un capteur plus petit, vous allez capter moins de photons par capteur. Et à ce moment-là, les variations du nombre de photons aléatoires font que votre image elle va être toute granuleuse et vous n'allez rien gagner. Donc, la limite de la résolution de vos appareils photo, c'est dû au fait que la lumière, c'est des photons, que la lumière est quantique et que les photons arrivent un par un. C'est pour ça que quand il n'y a pas assez de lumière, vous voyez des images qui sont très, très granuleuses. Donc là encore, on a l'impression que le fait que le photon, c'est une particule, qu'il y en a beaucoup, ça ne nous concerne pas. Si, je veux dire, voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas faire des capteurs encore plus petits au niveau des appareils photo. Aujourd'hui, la techno, on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire. Alors ensuite, on peut vouloir récupérer l'énergie, c'est les cellules photovoltaïques. Ce que je vous ai expliqué, c'est que les photons, ils avaient des énergies différentes selon leur couleur. Pour une cellule photovoltaïque, c'est un peu comme une falaise. D'accord ? Vous avez un photon qui arrive, ça va vous mettre un électron qui va dans le circuit électrique. Si les photons qu'on peut capturer, c'est des photons qui sont plus grands que la hauteur de la falaise. Donc maintenant, si je mets une falaise, par exemple, où je capte les photons au-dessus du jaune, ça veut dire que je capte les photons verts, les photons bleus et l'ultraviolet, mais je ne capte pas du tout les autres. Donc, il y a plein de photons que je ne vais pas capter. Donc je me dis, si je veux capter le plus de photons, il faut que je réduise la hauteur de la falaise. Le seul problème, c'est que l'énergie qu'on récupère à la fin, ce n'est pas l'énergie du photon qui arrive, c'est l'énergie qui correspond à la hauteur de la falaise. Donc maintenant, j'ai le choix. Soit je mets une grosse falaise et je peux capter beaucoup d'énergie par photon, mais je ne capte pas beaucoup de photons. Soit je mets une petite marche, je vais capter tous les photons, mais je ne récupérerai pas beaucoup d'énergie. Et donc en fait, on a un compromis, une hauteur de falaise qui fait que le rendement maximal en énergie des cellules photovoltaïques, c'est de l'ordre de 30%. Donc quand on vous dit que vous avez une cellule photovoltaïque aujourd'hui qu'on sait faire avec des rendements entre 20 et 25%, et vous voyez que c'est en fait des rendements qui sont super par rapport à ce que la physique pourrait permettre de faire.
Alors ensuite, il y a bien sûr des développements pour faire des cellules qui sont encore plus efficaces, et on va superposer des couches. On va faire une première couche avec une grande falaise, et puis les photons qui sont passés, qui ont moins d'énergie, je mets une falaise moyenne, et puis je mets une troisième, je mets 3 couches, et je peux avoir 60% d'énergie. Enfin, dernier point, on boucle la boucle. On avait fait de la chimie avec de l'énergie chimique qui fait des photons, ben ça va dans les autres sens. Si je capte des photons, je vais pouvoir faire des molécules. C'est la photosynthèse. En captant l'énergie de la lumière, je vais fabriquer des sucres, des produits. Alors, voilà, là c'était un peu physique au quotidien, grain de lumière, grain de matière. Et puis on va maintenant aller un petit cran plus loin. Et je vous propose de regarder des sources lumineuses un peu particulières. C'est ce qu'on appelle des lampes spectrales. Alors, dans ces lampes, il y a un gaz sous faible pression et je fais passer un courant électrique à l'intérieur. Le courant électrique, il va cogner sur les atomes, il va leur donner de l'énergie et cette énergie, les atomes vont les renvoyer sous forme de lumière. Ce que vous pouvez constater, c'est que selon les atomes que j'ai, je ne vais pas avoir du tout les mêmes couleurs. Parce qu'en fait, chaque atome émet des couleurs très précises. Dans ce tube ici, j'ai du néon. Dans ce tube-là, alors Christophe, il faut que tu me... de l'hydrogène. Ici, j'ai de l'hélium. Et ici, j'ai du krypton. Xénon. Merci. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces atomes? Les atomes, ils ont des niveaux d'énergie. Quand on voit les couleurs des lampes, c'est ces couleurs diverses. Et si avec un prisme, on regardait de quoi est composée cette lumière, on verrait qu'elle est composée de couleurs bien précises. Alors, pour l'hydrogène, à gauche, c'est facile. Pour des gaz comme le néon, ben vous voyez qu'il y a plein de niveaux d'énergie, plein de couleurs, c'est le bazar, mais bon, ça ne fait rien. Alors maintenant, ces photons, cette lumière, si j'ai un atome, que j'envoie de la lumière dessus, il va pouvoir absorber cette lumière. Et puis il va passer dans un niveau qu'on appelle niveau excité. Dans cette lampe spectrale, le photon, la lumière, elle va réémettre son photon un peu dans n'importe quelle direction. Mais ce qu'on sait depuis Einstein, c'est que si j'envoie de la lumière sur un atome qui est déjà excité, plutôt que d'envoyer sa lumière dans n'importe quelle direction, il va envoyer son photon en même temps que dans la même direction que le photon qui est déjà arrivé. Donc, on va réaliser ce qui est un amplificateur de lumière. Alors, un amplificateur de lumière, j'allume. J'en ai un ici. C'est un tube à l'intérieur duquel j'ai un mélange de gaz hélium et néon. Alors, ce principe d'amplification de lumière, c'est quelque chose qui est utilisé dans les télécommunications optiques. Quand vous voulez communiquer avec les États-Unis, maintenant, enfin, dans l'intercontinent, vous allez envoyer des signaux avec des diodes laser qui passent dans des fibres optiques. Dans des verres qui sont hyper transparents. Mais les verres les plus transparents qu'on sait faire, au bout de 30 km, la lumière, elle a pratiquement totalement absorbé. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avant? Au bout de 30 km, je détectais ce qui me restait comme lumière, et puis je réémettais avec un autre signal, etc. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que dans la fibre optique, on va mettre un dispositif comme ça, qui est un amplificateur de lumière. La lumière passe, donc elle passe dans 30 km de fibre optique, ça s'atténue, ça s'atténue, ça s'atténue. Je passe dans mon amplificateur, et hop, la lumière redevient intense. Et tous les 30 km, je mets des amplificateurs. Ce qui est bien, c'est que, comme dans la fibre optique, on envoie en même temps plein de couleurs différentes pour avoir plein de signaux, notre amplificateur, il amplifie tout le monde en même temps, et ça a révolutionné les télécommunications. Bon, mais avec un amplificateur, on peut faire autre chose. J'ai ici un dispositif qui est un amplificateur de son.
Un amplificateur de son, c'est quelque chose dans lequel, quand j'envoie un son, 1, 2, 3, il y a le son qui ressort plus fort. Alors maintenant, ce que je vais faire, avec voilà, la régie, pas trop, mais quand même, c'est que cet amplificateur, maintenant, je ne vais rien dire du tout, et je vais juste rapprocher mon micro du haut-parleur. Vous avez entendu? Alors, il ne faut pas trop parce qu'on ne veut pas abîmer les haut-parleurs. Hein. Je recommence. Vous remarquez que j'ai un amplificateur. Et avec un amplificateur, quand je mets l'amplificateur, que je le reboucle sur lui-même, je vais produire du son. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un son quand je parle. Le son, il est réémis par le haut-parleur. Le son réémis par le haut-parleur, il arrive au micro. Donc le micro va le réamplifier. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour aller du haut-parleur au micro, le son, il diminue d'intensité parce que je m'éloigne. Du micro au haut-parleur, j'ai un amplificateur, donc ça remonte le niveau. Quand je suis distant, globalement, la diminution de niveau, elle est plus faible que l'amplification. Il ne se passe rien. En revanche, quand je rapproche mon micro, il suffit que j'ai un tout petit son. Il est amplifié. Il va revenir ici, mais sans avoir diminué. Donc il va être réamplifié, et réamplifié, et réamplifié. Donc en fait, c'est un système qu'on appelle instable et qui démarre sur du bruit. C'est-à-dire que j'ai besoin de rien, un amplificateur, je le reboucle sur lui-même et ça me produit du son. Si je faisais ça avec de la lumière, eh bien c'est le principe du laser. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ce tube amplificateur. Après, je vais vous le démonter. Mais là, le réglage, il est un petit peu délicat. Donc, je préfère vous le montrer déjà réglé et qui marche. Et puis après, je pourrais m'amuser à le dérégler en espérant pouvoir le régler. Mais voilà. D'accord. Bon. Bien. Donc, là, si on peut abaisser un peu l'intensité lumineuse. Alors, ah ben, putain. Ah mais si, il marche. Non, 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 non. Vraiment, vraiment. Mais sauf qu'il ne sort vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment baisser? Encore plus. Alors là, t'as d'habitude. Alors attendez. Ah non, mais c'est. Oui, oui, il faut le. Ah, voilà, hop. Vous voyez, là c'est la lumière qui est à l'intérieur du laser. On voit la petite tache rouge là. Ah, vous voyez. Vous voyez la petite tache rouge? D'accord? Bien, et bien ici j'ai un amplificateur de lumière. Est-ce qu'on peut remettre un petit peu la lumière? Merci. J'ai ici un amplificateur de lumière et j'ai ici deux miroirs entre lesquels la lumière fait du ping-pong. C'est comme l'effet Larsen. Il suffit qu'il y ait un petit peu de lumière qui passe, elle est amplifiée, elle est renvoyée, elle est réamplifiée, elle est envoyée, elle est réamplifiée. Et on va voir à l'intérieur, entre les faisceaux laser, un faisceau très intense. Alors là, j'ai besoin d'un vapoteur. Donc Christophe... Donc si on peut un peu baisser la lumière. Donc vous voyez qu'il y a de la fumée à l'extérieur et il y a de la fumée à l'intérieur, mais en fait on ne voit que la lumière à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de la cavité, vous avez une intensité lumineuse qui est plus de 1000 fois plus grande que celle qui est à l'extérieur. Les miroirs que j'ai ici, c'est en fait des miroirs qui sont presque parfaits, qui laissent passer une toute petite partie de la lumière, mais l'essentiel, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la cavité. Merci Christophe. Alors cette cavité, c'est quoi? Pour faire la cavité, eh bien, on va prendre deux miroirs et puis on ne va pas prendre deux miroirs plats. Parce que si j'ai deux miroirs plats, ma lumière, elle va s'en aller.
Donc je vais prendre 2 miroirs qui sont des miroirs courbés. J'envoie un premier faisceau, ça rebondit. Un deuxième faisceau, ça rebondit. Ça rebondit. Alors attends, je vais un petit peu trop vite. Ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Et vous voyez que ce qu'on va avoir ici, rien qu'en regardant avec les rayons de l'optique géométrique, c'est un pinceau très particulier. Si je mets un miroir plan, c'est ça qui va donner le fait que j'ai un faisceau qui va être droit, puis qui après va s'éloigner un petit peu. Donc vous voyez que la lumière, elle est concentrée là-dedans. Maintenant, si je dis que c'est une onde, en fait, et que je fais les vraies solutions de l'optique en disant que j'ai une onde, eh bien j'obtiens un faisceau qui a cette tête-là, toujours un peu cette même forme. Je rajoute ici un milieu amplificateur. Eh bien, chaque fois que la lumière passe, elle va être amplifiée. Grâce au miroir, elle va toujours repasser au même endroit. Et donc, avec une amplification suffisante, je vais pouvoir produire de la lumière. Alors ensuite, vous voyez que si je mets mon billet ici, je vais voir la petite tache. D'accord? Ça ne fait rien au laser. En revanche, si je mets mon billet ici, ben ça arrête tout, en fait. Parce que j'ai stoppé les allers-retours, j'ai plus l'amplification. Bien. Alors maintenant, vous avez vu mon laser qui marche, donc je vais pouvoir commencer à le démonter progressivement pour vous montrer de quoi il est composé. Donc il est composé de cet amplificateur de lumière, ici, et ici, des 2 miroirs entre lesquels la lumière fait ping-pong. J'ai rien de plus. Alors maintenant, on fait la manip. On y croit. Voilà, je remets mon amplificateur. C'est exactement comme quand j'ai rapproché mon micro. Vous voyez que je refais, ça relâche. Alors là, on réajuste un petit peu la position. Maintenant, je peux décider de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'enlève ce miroir? Vous voyez, toujours la même chose. Hein. Ici, le point rouge arrête, j'ai rien du tout. Mon amplificateur est juste un miroir comme ça, il ne se passe rien. Et là, vous voyez, d'accord, c'est juste un simple miroir. Hein. Donc, je remets mon miroir ici. Ça ne marche pas. Et hop, un petit coup, ça fait plaisir. Je dois vous dire... Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je remets les plaques, en gros, un miroir, on peut le faire bouger comme ça et comme ça. D'accord? En fait, quand je remets et que je revisse, ça ne change pas l'orientation verticale, mais ça peut changer un petit peu l'orientation comme ça. Donc en fait, c'est relativement facile. Je sais sur quel bouton il faut toucher pour refaire marcher mon laser. D'accord? Donc, maintenant, comment je vais faire pour fabriquer un laser? Je prends 2 miroirs. Ensuite, il faut que je me débrouille à ce que mes 2 miroirs ils soient face à face. Donc pour ça, ici, je ne l'ai pas branché. Donc on va le brancher. J'utilise... Bon. Non mais de toute façon, j'en ai pas besoin. Donc, sinon, vous allez me croire, je vais vous dire ce qu'il y a. Ah ben si, il est là. Je suis con. Voilà. Donc en fait, ici, vous voyez ici une tache verte. D'accord? En fait, c'est un laser vert qui s'appelle un laser d'alignement. Donc, je vais envoyer mon laser, je vais régler ce miroir pour que la lumière du laser elle revienne dans la même direction. Je mets le deuxième miroir. Donc, je vais le faire, mais sans le faire. D'accord? Donc, en gros, quand on est pour fabriquer un laser, j'enlève tout. D'accord? J'ai ici mon laser qui va sur ce miroir. Donc je vais regarder de ce côté-là où revient la lumière et je vais définir mon faisceau ici en renvoyant la lumière sur le même chemin. Ensuite, je rajoute mon deuxième miroir et je vais pouvoir voir les réflexions, les allers-retours. Je règle le deuxième miroir. Je rajoute mon amplificateur. Alors après, il faut se débrouiller
pour que le tube, il soit bien positionné pour la lumière, j'y touche pas. Donc là, bien sûr, il laisse pas. On y croit. Oui. Hop. Et donc moi, là, je l'ai vu, vous ne le voyez pas parce qu'il y a le vert. Et hop, je l'ai retrouvé. Bien. Donc, tous les lasers, donc ça c'est un laser hélium-néon, d'accord? Tous les lasers fonctionnent sur le même principe. Alors après, ils n'ont pas forcément la même tête. Ici, le milieu que je vous ai montré, ce milieu amplificateur, c'est un milieu qui est fait avec ces gaz. Maintenant, la plupart des lasers qu'on rencontre, les milieux amplificateurs, c'est des milieux solides, du même type que ce que vous avez dans les diodes électroluminescentes. D'accord? Dans les diodes électroluminescentes, j'envoie un courant électrique et puis ça me crée, chaque électron qui passe crée un photon. Bon, bah, dans les lasers qu'on a, les diodes laser, etc., les pointeurs laser que vous avez, ce qu'on a, c'est des dispositifs de physique du solide dans lequel vous avez ce dispositif qui va émettre de la lumière et puis deux miroirs qui permettent de faire l'aller-retour. Et ensuite, pour choisir la couleur du laser. Donc c'est ces deux miroirs qui définissent aussi, oui, on part toujours du rayon laser. Pourquoi on a un rayon laser? Ben en fait, ces rayons laser, la forme du rayon, elle est vraiment définie par les miroirs avec le ping-pong que je vous ai montré. Donc, plein de situations différentes, mais toujours le même principe. Et sur ce, eh ben, je pense qu'après avoir fait ce laser, on peut ouvrir l'exposé pour les questions. Il est 18h15. Merci beaucoup Jean-Michel Courty. On va pouvoir vous donner la parole. Il y a des micros qui vont pouvoir circuler là dans la salle tout de suite. Donc si vous avez envie de poser une question, quelle qu'elle soit, sur le dispositif de laser ou sur ce qu'on a vu juste avant, sur le photon de façon générale, n'hésitez pas. Je m'interrogeais, les miroirs, c'est des miroirs paraboliques ou non? Sphérique, oui, a priori sphérique ou parabolique, enfin miroir concave. À ce niveau-là, comme c'est des miroirs qui sont très proches, enfin qui sont presque des miroirs plats, la différence entre la sphère et la parabole, ça fait pas énormément. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Ils sont plutôt sphériques quand même. Parce que c'est plus facile. En fait, le point, c'est que c'est beaucoup plus facile à fabriquer un miroir sphérique. Parce que quand on polit comme ça, en fait, la sphère, c'est ce qui va se produire naturellement. Donc les miroirs qu'on utilise, la plupart, effectivement, c'est le plus souvent des sphériques. En fait, les rayons ultraviolets sont censés être invisibles pour l'œil nu. Oui. Mais pourquoi avec une lampe UV on les voit? Parce que, alors, soit quand vous avez vos lampes UV, elles émettent aussi du violet. Et ensuite, ce que vous voyez, c'est la fluorescence. Donc deux raisons. Donc quand on vous dit j'ai une lampe UV, si elle ne faisait que des UV, vous ne les verriez pas. Voilà. D'accord? Monsieur, juste derrière. Oui, pardon, juste là, pardon. Ce matin, j'étais à une conférence et on parlait de photons noirs. Et on me disait que les photons noirs avaient une masse. Et moi, on m'a appris que le photon n'avait pas de masse. Alors, c'était une conférence... C'était ce matin avec Epsilon, les journalistes Mathilde Fontaise et Simon DeVos ont fait un point sur un différent nombre de notions pour expliquer la matière noire notamment. Voilà, et on parlait de photons noirs. Alors, vous voyez que je vous ai posé la question sur le contexte. Là, votre conférence, c'était sur le contenu inconnu de l'univers. Exactement. D'accord? Et donc, il y a un certain nombre de choses sur le fonctionnement de l'univers qu'on n'arrive pas à comprendre. Les mots qu'on utilise aujourd'hui pour en parler, c'est de dire qu'il y a une partie qui est de la matière noire et une partie qui est de l'énergie noire. C'est des mots qu'on met sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ensuite, pour essayer de comprendre ce que c'est que ces choses qu'on ne connaît pas, on va aussi des fois utiliser des mots de photons, de ceci, de cela, mais on est dans un contexte... C'est de l'approximation, quoi. C'est juste non, pour c'est pas de c'est pour donner un nom à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour donner un nom à quelque chose qu'on ne connaît pas, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la notion de photon dont je vous ai parlé, qui correspond au rayonnement électromagnétique. Voilà. C'est juste il faudrait inventer un nouveau mot, et c'est compliqué d'inventer un nouveau mot, donc on va dire photon. Voilà. Monsieur.
Oui, j'ai deux questions qui sont complètement différentes. J'essaie de les placer en même temps. Vous avez parlé de la fibre optique tout à l'heure, une atténuation, et finalement, quelque part, intrinsèquement, si j'ai bien compris, intrinsèquement au niveau de la fibre optique, on réamplifie l'ensemble de la gamme lumineuse et ça repart. Oui. Moi, on m'a toujours appris rien ne se perd, rien ne se crée, etc. Et il est où l'apport d'énergie? En fait, deuxième question. Puisque la lumière, c'est de l'énergie. Donc on a apporté de l'énergie, elle est arrivée où et comment? Et puis la deuxième question, qui n'a absolument strictement rien à voir, c'est que dans certaines conférences, on parle de systèmes qui émettent un photon, un par un, puis après il y a des jeux de polarisation de photons, de bidules, de machin. C'est un autre contexte. Et je ne sais pas comment une machine peut émettre un photon. Comment on contrôle l'émission de un photon, que ce soit dans la station spatiale, que ce soit au sol, etc. Alors deux questions. C'est des questions qui ont rien à voir. D'abord sur l'apport d'énergie. Alors première réponse. Bien sûr, l'énergie elle est apportée. Dans votre fibre optique, vous aviez des ions. Essentiellement, les premiers amplificateurs que je connais, c'est des ions ytterbium. Donc vous avez votre fibre optique dans lequel vous avez des ions particuliers. Et ensuite, vous couplez à l'intérieur un laser qui apporte de l'énergie. Donc ici, l'énergie elle est apportée par un courant électrique dans un gaz. Là, c'est un autre laser que vous allez injecter dans la fibre à l'endroit du répéteur et qui va créer l'inversion de population qui va permettre l'amplification. Donc en fait, tous les 30 km, dans cette zone d'amplification, mais la seule chose que vous avez à amener, c'est de l'énergie électrique et mettre en place un deuxième laser puissant qui va exciter les ions qui feront l'amplification. OK? Alors maintenant, comment on émet les photons un par un? Alors pour émettre les photons un par un, plusieurs possibilités. Possibilité 1, on fait passer les électrons un par un. Je vous ai dit un électron donne un photon. Vous avez des émetteurs. Il suffit de contrôler le courant électrique et un électron donne un photon. Première situation. Deuxième situation, vous utilisez soit des nanoparticules, soit dans les diamants, vous avez ce qu'on appelle des centres NV. Donc à l'intérieur des diamants, vous avez des impuretés et des défauts qui font que vous avez un dispositif qui se comporte comme un atome. Il se trouve que c'est suffisamment dilué, donc vous pouvez optiquement, avec un microscope, cibler un de ces défauts. D'accord? Ensuite, ce qu'on sait, c'est que le processus d'absorption puis émission de la lumière, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut du temps à l'atome pour passer dans l'état excité et il lui faut du temps pour redescendre. Si vous envoyez sur ce centre unique une impulsion laser plus courte que ce temps, mais avec assez d'énergie pour faire passer l'atome dans l'état excité, vous savez que quand vous émettez un photon, vous n'en émettez qu'un. Deux possibilités. On peut faire ça avec des colorants, on peut faire ça avec des nanoparticules. Donc ça, c'est vraiment des progrès considérables, avec soit les progrès de l'électronique, électrons un par un, soit des progrès des dispositifs quantiques uniques, où on va travailler sur une molécule unique, une nanoparticule unique, ou un centre coloré unique. Merci pour cette réponse complète. Il y avait une autre question, je ne sais plus si j'ai vu une main se lever. Oui, juste là. Je me pose une question par rapport au matériel utilisé. Et je me demande, je ne sais plus comment vous avez appelé, celui qui est blanc avec des vis dessus. Ça? Oui, celui-ci. Oui. C'est celui qui émet de la lumière rouge. Oui. Enfin, il émet cette lumière de fluorescence. Oui, et ensuite, elle est, entre guillemets, éjectée des deux côtés. Alors, le point, c'est que j'ai ce dispositif. Je crée ce qu'on appelle une inversion de population. Ça veut dire que j'ai une majorité d'atomes dans l'état excité. Ces atomes dans l'état excité, si je ne fais rien, ils vont retomber dans le fondamental et émettre cette lumière que vous voyez ici. Il se trouve que, comme il y a d'autres atomes, on n'a pas du rouge, mais on a un ensemble de couleurs. Bien. Maintenant, si dans ce dispositif, sans les miroirs, j'envoie un faisceau laser hélium-néon tel que celui que j'ai produit, au travers, ce que je constate, c'est qu'à la sortie, le faisceau laser que j'ai, il sera plus intense.
j'ai fait ce qu'on appelle de l'émission stimulée. Ça veut dire qu'un atome, quand il peut émettre de la lumière, soit il émet au hasard, soit il émet dans la même direction, il redonne son photon à un faisceau lumineux qu'il y a. C'est en fait le mécanisme inverse de l'absorption. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que donc ce que j'ai fait, c'est un amplificateur de lumière. Maintenant que j'ai cet amplificateur de lumière, je fais comme avec l'effet Larsen, je le reboucle sur lui-même. Donc ça veut dire que si je commence à avoir un petit peu de lumière qui va dans la direction du miroir, elle revient, elle est amplifiée, elle va taper sur l'autre miroir, mais comme c'est bien réglé, chaque fois ça va revenir. Et à chaque passage, j'amplifie, et donc c'est ça qui va me créer ce faisceau intense. Et ensuite, comme ce faisceau est suffisamment intense, je peux me permettre d'en prélever une petite partie qui va sortir et qui va me faire mon faisceau laser. Et donc sur le matériel en question, quelle zone sur ce qu'on voit est l'accélérateur et quelle zone est celui qui émet la lumière à l'origine? C'est toute la zone fluorescente. Ok. C'est une zone qui est très... Comme c'est des atomes, c'est des milieux qui sont peu denses, donc c'est pour ça que c'est long. D'accord? Donc on a ce long faisceau et sur toute la longueur, vous avez une amplification sur toute la longueur. D'accord? Et ensuite, si on veut vraiment aller dans les détails, en fait, ne vont à la fin amplifier que ceux qui sont à l'endroit du faisceau laser. Mais on fait plus large. Donc ceux qui sont sur le côté, ils envoient au hasard, mais ceux qui sont au bon endroit, ils envoient dans la bonne direction. Ah oui, c'est assez étonnant, assez magique. Je vous laisse voilà, faut le reméditer. Et puis après, vous prenez votre micro, vous refaites un petit coup d'effet Larsen. Il y avait une autre question? Non? Oh. Décidément, je suis pas... Il y avait une question. Est-ce que ça existerait une antiparticule d'un photon? Non. D'accord. Ça, c'est une réponse comme je les aime. Beaucoup plus facile à suivre. Beaucoup plus facile à suivre pour moi. Non, je suis méchant. En fait, le point, c'est que le photon, quand on regarde un peu ce qu'il y a au niveau des particules, on a d'un côté les particules de matière, qu'on appelle les fermions, qui ont leur antiparticules, etc. Et le photon, lui, c'est quelque chose qui vient d'un champ d'interaction. Donc, en fait, c'est une autre famille de particules. Donc, il n'y a pas d'idée qu'un photon plus un photon, ça ferait zéro. En fait, voilà. Donc ça pourrait s'annihiler pour faire autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas l'idée d'antiparticules. Et si on peut aller voir autre chose, en fait, quand on regarde dans la cavité, sur un mode de la lumière, en fait, le nombre de photons, on peut aussi voir ça comme l'échelle d'énergie qu'on a à l'intérieur. L'idée qu'à l'intérieur, on peut avoir qu'un nombre fini, mais on ne peut pas avoir de nombres négatifs qui sont en dessous. Non, mais ça très bien. Une énième question? Une dernière? Juste là. J'essaie de donner la parole un petit peu à tout le monde. Et puis on va ensuite s'arrêter car il est 18h30 déjà. Oui, donc moi j'ai une question sur l'absorption et du coup l'émission d'un photon au niveau des molécules. Donc sur un atome, c'est des sauts d'énergie au niveau atomique. Mais au niveau de la molécule, ça se passe au niveau des liaisons. Du coup, l'absorption d'énergie, c'est les atomes qui changent de direction comme ça. Le point, c'est que si en fait... Et du coup, comment ça se passe au niveau des liaisons? Le point, c'est que... Après, moi, je vais vous dire comment je vois les choses dans ma tête. D'accord? Donc juste un petit point de 2 secondes. Le fait sur la lumière, le machin, les questions, est-ce que c'est une onde, une particule, etc. En fait, pour moi, un photon, en fait, c'est ni une onde, ni une particule, machin, c'est un photon. Voilà. Je veux dire, mais non, mais comme je veux dire, un chat, c'est un chat, et vous savez ce que c'est un chat. Et pour savoir ce que c'est un chat, c'est pas avec la définition d'un chat que vous saurez ce que c'est en le regardant vivre. Bon, il se trouve que moi, je fais beaucoup de manips, etc. Je regarde vivre les photons. Donc pour moi, ça a une existence qui est autre que ces mots. Ensuite, pour pouvoir me les représenter, pour pouvoir en parler, je suis bien obligé d'utiliser des mots du langage commun. Donc, je vais dire ondes, particules et tout, mais en fait, j'ai toutes ces images en même temps dans ma tête. Et donc, quand je veux trouver une explication sur les trucs quantiques, je fais appel à des images différentes. Donc, par rapport à la question que vous me posez, pour moi, que ce soit un atome ou une molécule,
je vois ça comme un système quantique dans lequel je vais avoir des niveaux d'énergie. Et je peux avoir des transitions dans ces niveaux d'énergie. Je ne me pose pas la question de qu'est-ce qui se passe en détail quand je passe d'un niveau à l'autre. Ça, c'est ma version 0. D'accord ? Donc, si vous me dites qu'est-ce qui se passe avec les molécules, je vais vous dire exactement la même chose que ce qui se passe avec un atome. Donc, ça, c'est la réponse 1. Réponse 2. On peut quand même essayer de creuser un peu plus et de se dire mon atome avant l'émission et après l'émission. Avant l'émission, il est dans un certain état avec les électrons qui sont à certains endroits. Après, il est dans un autre état avec les électrons qui sont dans un autre état. Pour les molécules, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Vous pouvez avoir soit le fait que vous avez... Alors en général, c'est quand même les électrons, dans la lumière visible, c'est les électrons qui sont dans différents états. Mais vous pouvez aussi avoir le fait que votre molécule, elle se met à vibrer ou pas. Donc vous avez aussi des degrés de liberté de vibration. Vous avez des degrés de liberté de rotation. Et puis des degrés de vibration, ça peut vibrer dans un sens, vibrer dans l'autre. Donc le point, c'est qu'on sait que sur une molécule, il y a plein de manières d'avoir de l'énergie. Et chacune de ces manières, ça vous fait des niveaux différents et vous pouvez avoir des transitions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La suite sur la chaîne YouTube de Jean-Michel Courty. On rappelle le nom de la chaîne. Merci la physique. Merci la physique, tout simplement. Et merci Jean-Michel Courty. On était un peu sur les épaules de Jean-Michel Courty en fin de journée.